Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous sommes heureux ce matin parce que nous avons l'honneur et le bonheur de recevoir Andrei Makine de l'Académie française. Bonjour Andrei. Bonjour. Vous nous offrez ce matin, je crois, l'un des plus beaux livres de votre collection déjà importante, L'ami arménien, et c'est publié chez Grasset. Première question, Andrei Makine. Vous avez écrit ce livre, évidemment, bien avant le conflit de l'an dernier. J'ai pensé à ce livre, imaginez-vous, depuis longtemps. Un jour, dans un avion qui m'amenait de Montréal à Paris. Et pourquoi juste à ce moment-là? Parce que la veille, c'était à la radio canadienne, donc à Montréal, où une journaliste m'a fait cette demande étrange et en même temps très touchante en me parlant d'une des collègues qui avait un cancer en phase terminale. Et paraît-il, cette collègue, cette journaliste, aimait La musique d'une vie, l'un de mes livres. Et elle m'a demandé de lire quelques pages. J'avais le cœur serré quand je lisais, donc on a enregistré cela. Et je me suis dit, voilà, quelqu'un va partir vers le monde meilleur avec ma voix qui tremblotait un tout petit peu parce que l'émotion était très grande. Et quand je rentrais donc à Paris, dans l'avion, je me suis dit, mais j'ai déjà vécu cette situation un peu avec Vardan, ce jeune garçon, ce jeune arménien qui n'avait pas des années et des années à vivre. Il lui restait quelques mois à vivre. Nous sommes, enfin, plus ou moins tous dans la même situation, mais pas à une limite aussi rapprochée. Et donc, grâce à lui, j'ai découvert et l'Arménie, et puis cette façon d'être de quelqu'un qui va nous quitter à très brève échéance. Et donc, qui a une intensité de vie qui n'est pas celle de tout le monde. Parce que devant la mort, certaines choses deviennent inutiles, non essentielles. Et ce livre est une sorte de petit sac de beauté et de trésors essentiels. En tout cas, c'est un hommage extraordinaire à l'Arménie quand on sait, et cela fait partie de votre irritation et de votre colère, quand on sait qu'on a laissé l'Arménie écrasée, on a laissé s'entériner des frontières qui étaient tout de même staliniennes. Nous vivons sous Staline, en fait, toujours. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Staline, vous savez, on peut lui tout reprocher, et c'est tout à fait normal, après cette montagne de crimes, cette avalanche de crimes qu'il a commis. Mais les Anglais étaient très présents en ce moment-là, en 19. Toutes les cartes, et Staline ne savait pas les lire, étaient de l'état-major de l'armée britannique. Là-bas, c'était le fameux grand jeu. Et ce qui les intéressait, c'est le pétrole de Bakou. Et donc, le gouverneur de Bakou avait ces cartes-là, et quand les bolcheviks les ont trouvées en 21, la Russie n'existait pratiquement plus. C'était juste à la fin de la guerre civile, la Russie était déchirée, la Sibérie a été occupée par les Tchèques et par les Américains. Donc, c'était un désordre total. Staline trouve ces cartes-là, il les laisse in situ, si je peux dire, c'est-à-dire que rien n'a changé. Mais ces cartes ont été découpées, ces territoires ont été découpés par le gouverneur britannique, justement pour séparer et régner. Vous avez raison, il faut toujours rappeler l'influence des pas Britanniques. Pour dédouaner Staline. Oui, non, mais vous avez raison. Quand est-ce que vous êtes professeur à l'école de guerre? Je trouve que votre connaissance du... Non, j'ai d'énormes lacunes, donc je n'oserais jamais postuler. Bref, ce pays qui a été un grand empire, qui a régné sur la Turquie, qui a régné... La Turquie n'existait pas, tout La simplement. Turquie La Turquie n'existait pas. C'est étonnant parce qu'on se rend compte que, comme l'Autriche, grand empire, comme la Pologne, grand empire, comme le Portugal, grand empire, la pauvre Arménie s'est rétrécie. Oui, sous le coup des assauts de ses ennemis. Mais voyez-vous, la mère de mon ami arménien, qui s'appelait Shamiram, m'a raconté un jour, nous a raconté, c'était un épisode guerrier qui se passait justement au 5e siècle.
Et le 5e siècle, ça ne me disait rien à l'époque. J'étais surtout intéressé par les combats, par les militaires, par les soldats et leur armure. Mais après, je me suis dit, mais le 5e siècle, c'est le milieu du 5e siècle, 452, si je me souviens bien, la Russie n'existait pas encore, la Turquie non plus. Et la France était complètement... La France, c'était avant Clovis. Clovis n'était pas encore né, c'était même pas encore bébé. Et donc, quand Clovis... C'est la France des forêts. Voilà, quand Clovis a christianisé la France, c'est-à-dire 496, n'est-ce pas, le baptême, l'Arménie était chrétienne depuis 2 siècles déjà. On oublie un peu ça. La fille aînée de l'Église, c'est l'Arménie. C'est l'Arménie, c'est pas la France. Plutôt, oui. Oui, c'est pas la France. C'est plutôt la fille cadette de l'Église. Oui. Absolument, absolument. Alors, venons-en à ce livre qui est une alternance de tragédie humaine et de bonheur intense. Comment faites-vous pour alterner cela avec autant d'aisance? Je pense que la vie elle-même, elle a alterné, mais ce que vous avez dit tout à l'heure est très juste. Le condensé d'une vie. Quand on voit le terme d'une vie se rapprocher aussi rapidement, on vit autrement. C'est-à-dire les choses qui nous paraissaient tellement importantes deviennent subsidiaires, et ce qui pourrait passer inaperçu devient, existentiellement parlant, essentiel. Par exemple, un vol d'oiseaux migrateurs, ces oies migratrices qui passent dans le ciel, et tout à coup cet instant s'arrête. Et cet instant dure, et on comprend que, en vivant pleinement cet instant, on devient quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre que notre chair périssable et notre statut social. Ces 2 identités qu'on traîne durant toute notre vie et dont on se débarrasse assez vite finalement. Oui, vous aimez... ce livre aurait pu aussi s'appeler La leçon de Vardanne. Vous admirez Vardanne dont vous dites « Il m'a appris à être celui que je n'étais pas. Nous nous résignons à ne pas chercher cet autre que nous sommes, et cela nous tue bien avant la mort. » C'est un condensé de vie, et c'est encore une fois une leçon de vie. Alors, Vardanne est le fils d'une femme arménienne qui a été violée par un Azéri. Et l'Azéri, on je le rappelle... découvre après, mais je ne sais pas s'il faut raconter tout cela au lecteur. Oui, juste... Mais enfin, disons, c'est une histoire merveilleuse déjà dès le départ, puisque c'est un bien pour un mal. Et c'est quand même toute la théorie de votre livre, transformer le mal en bien. C'est-à-dire que le mal absolu, le mal radical, comme disait Kant, est toujours présent en nous. C'est ça qui est terrible. Hegel détestait cette expression. Il a dit que Kant, à la fin de sa vie, a perdu tout honneur à cause de ce mal radical qui est toujours chez l'homme. Mais finalement, Dostoïevski l'a rejoint en disant, mais attendez, la bataille que livrent le mal et le bien, le diable et Dieu, elle ne nous est pas extérieure, elle est intérieure, elle est dans notre cœur. Et donc, ce mal radical, la question se pose, est-ce que nous pouvons, avec nos faibles forces, lutter quand même contre ce mal radical qui est partout et qui de temps en temps explose, oui, en donnant cette série de guerres que nous venons de voir, et la guerre contre les Arméniens que nous avons si tragiquement vécue et à laquelle nous avons si peu réagi. Oui. Et le livre est une succession de gestes de Vardanne et de son entourage, justement pour rendre ce monde plus vivable, plus aimant, plus attentif à l'autre. Il y a des scènes magiques. La scène où Vardanne relève cette pauvre prostituée sur les voies de chemin de fer. Les scènes... beaucoup de scènes où votre héros, les 2 héros, les 2 jeunes adolescents, ils ont 13 et 14 ans, sauf ce couple qui va être qui est poursuivi par des voyous et qui va être massacré.
C'est des moments, c'est des instants de basculement. C'est C'est là où on se demande, est-ce que mon humanité peut aller jusque-là? Ou bien elle s'arrête à la frontière du confort personnel, de la peur, de la bienséance, etc., ou de la bien-pensance. Vous voyez, est-ce qu'on peut percer cette limite? Et ce qui m'a étonné chez Vardan, ce n'est pas seulement, vous voyez, nous avons évoqué, Anne, cet exotisme de l'Arménie. C'est vrai qu'une civilisation dont la capitale, enfin le pays dont la capitale est la ville la plus ancienne du monde, enfin certifiée par les écrits. Bien sûr, il y a dans l'Empire babylonien, peut-être on peut trouver quelque chose de plus ancien. Et Yerevan est plus ancienne que Rome même, ce qui nous paraît complètement invraisemblable, mais c'est ainsi. Et donc au début, je pensais que toute la spécificité de ce jeune garçon se réduisait à cela. Il vient d'un univers que je ne connais pas. Il parle une langue, pour moi, incompréhensible. Il a cette histoire sur ses fragiles épaules qui, en quelque sorte, symbolise. Il est obligé de symboliser son peuple. Vous voyez, d'habitude, on choisit pour cela, pour ce rôle, des chefs militaires comme Napoléon ou De Gaulle. Vous voyez, on dit c'est cela la France. C'est-à-dire que lui, vous voyez, ce petit infirme, il symbolise toute une civilisation. Mais après, j'ai compris que finalement, son identité, sa particularité était ailleurs. Elle était beaucoup plus profonde, beaucoup plus prégnante. C'était son refus d'accepter notre monde tel qu'il est, c'est-à-dire cette foire d'empoigne ridicule dans laquelle les hommes se crêpent les chignons, dans les petites guerres politiciennes, etc., qui deviennent de vraies guerres avec l'anéantissement de nombreux pays comme la Libye, l'Irak, la Syrie, etc. Donc ce n'est pas innocent du tout. Et il refuse ce monde. Il dit, comme vous l'avez d'ailleurs mentionné, oui, il préfère aimer. Et c'est d'ailleurs, vous savez, c'est Augustin qui le disait, j'aimais aimer. Il employait cette tautologie, c'était très pléonastique. Ouais. Mais oui, il préfère aimer et ne pas haïr. Ce qui change complètement sa vision. Absolument. D'ailleurs, le fondement de cette petite société arménienne au pied d'une prison en Sibérie, c'est l'amour. Cette prison est pleine de jeunes hommes qui se sont révoltés et vous ne donnez pas de date, mais ça doit être après la guerre peut-être ou... Non, ça, c'était très, la date est très simplement déchiffrable. C'est le cinquantenaire du génocide. Donc c'est 65, grosso modo 65, oui, ça. Mais ça a perduré quand même. Les pressions, comme tous les États unitaires, l'Union soviétique ne jouait pas avec ça, le séparatisme. Non. Mais vous savez que même les États beaucoup moins unitaires, comme l'Espagne par exemple, elle prend les séparatistes, les indépendantistes, et les met en prison. Oui, absolument. Aujourd'hui, oui, absolument. C'était pas sous Staline. Absolument. C'est aujourd'hui que ça se passe. Absolument. Oui. Et alors, les familles de ces prisonniers se sont déplacées, ils ont traversé tout le continent pour vivre au pied des murs de la prison. Et la belle Goulizar va chaque matin apporter un cadeau, quelque chose. Un petit colis, souvent des colis pour l'homme qu'elle aime. Mais surtout pour le voir, tout simplement. Bien sûr. Pour voir, c'est plutôt le soutien moral qu'un soutien matériel. Bien sûr. Alors, ils sont là, pauvres comme Job, ils sont démunis, ils ont apporté quelques objets, et vous décrivez fort bien ces objets qui sont l'objet de leurs souvenirs. Tous leurs souvenirs sont contenus dans un stylet aux manches d'argent, une cafetière, un collier de perles, un cadre. Il y a deux photos, oui, il y a deux photos. Et bien évidemment, sur la commode, deux photos. Parlez-nous de ces deux photos. Deux photos, deux familles arméniennes. Et moi, je préfère qu'on garde le mystère sur leur passé et sur leur, hélas, bien tragique à venir. Ces deux familles qui sont comme deux symboles du génocide.
du génocide arménien. Le mot du génocide n'est jamais prononcé dans ce livre. Vous avez peut-être remarqué cela. Pourquoi? Parce que, comme je le dis dans le livre, il est très facile de jongler avec les chiffres. Vous voyez, les Russes arrivent, et c'est vrai que c'est quelque chose d'imbattable, en quelque sorte, comme argument, 40 millions de morts sous le règne de Staline. C'est effrayant, et en même temps, est-ce que vous imaginez 40 millions? C'est impossible. Déjà, 40 000, c'est très difficile à imaginer. C'est déjà un village, c'est une ville, n'est-ce pas, 40 000. Et c'est pour ça que je pense que parler de chaque personne, que chacun de nous puisse faire revivre au moins une personne, vous voyez, qui lui est chère et qui a quitté ce monde dans ces conditions horribles. C'est déjà beaucoup. On a déjà sauvé une âme. Et d'ailleurs, c'est vous qui avez toutes ces références évangéliques, vous vous souvenez sans doute de cette parole de Saint Paul qui disait « Sauvez-vous, autour de vous se sauveront des milliers ». C'est comme ça. Donc le salut est avant tout individuel. Il ne faut pas prêcher tout de suite et parler de des millions de morts, des millions de convertis. Non, essayez déjà de sauver votre âme. Vous êtes oui, tout à fait contre les mouvements humanitaires qui proposent de sauver l'humanité. Non, juste déjà sauver le voisin, ça sera beaucoup. C'est déjà pas mal. Son prochain, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Prochain. Celui qu'on aime le plus. Alors, cet art du souvenir, j'ai trouvé une citation d'un écrivain espagnol qui s'appelle Manuel Villas, qui a mis en exergue de son livre qui s'appelle Alegria, qui vient de sortir, pour que nos souvenirs meurent dignement. Très beau. Très beau. J'ai immédiatement pensé à votre livre. Penser que les souvenirs doivent mourir dignement, donc qu'il faut les entourer d'honneur et qu'il faut les préserver, il faut les transmettre en quelque sorte. C'est une idée... Quand j'étais jeune, j'ai vu un tableau, mais enfin, c'était pas un grand peintre, donc je ne me souviens pas de son nom. C'était les barbares qui envahissent la Rome antique, qui envahissent Rome. Oui. Et donc, ils pénètrent au Sénat, dans le bâtiment du Sénat, et pour égorger les sénateurs, pour égorger ces vieillards. Et il y a, si vous voulez, une telle dignité dans ce dernier sénateur romain qui va périr sous le coup de barbare, que le barbare est presque gêné, vous voyez, avec son arme, il ne fait rien. Et que l'autre le regarde presque avec un petit sourire, mais tellement noble, tellement digne, il meurt. Un glorieux passé romain va mourir sous les coups de la barbarie. Mais avec quelle beauté! Avec quelle beauté, absolument. En tout cas, je voudrais signaler aussi aux auditeurs votre art de la suggestion. Vous parlez avec très peu de mots, très peu d'adjectifs, et derrière, il y a tout un paysage, il y a des vies entières qui apparaissent. Le jeune narrateur tombe amoureux de Gulizar juste en voyant les pas de cette femme sur la neige marchant vers la prison. C'est la poésie pure, en fait. On pense à... Qui a dit ça? Vous allez me rappeler. Quelqu'un a dit il ne suffit pas d'écrire de bons livres, il faut aussi d'avoir des lecteurs intelligents. Parfois, oui, ça nous manque. Parfois, ça nous manque. En tout cas, je peux vous dire que chaque page, on est obligé de lire 1 ou 2 pages par jour, tellement ces pages sont riches, et on ne veut pas que ça finisse. Il y a aussi cette très jolie suggestion de ces prisonniers qui vont recevoir un œuf. Un forestier rapporte dans la prison un nid avec un œuf et ils couvent cet œuf. Non, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes et ils vont couper. C'était au goulag. C'est une histoire tout à fait vraie. Ça s'est passé au goulag. Oui. Et ils coupent... coupe des arbres. Enfoncés dans la neige, dans la boue, ils coupent des arbres. Et à un moment, un nid tombe. Il y a juste un seul œuf qui est resté intact. Et il est rapporté. Et ils se disent, mais pourquoi ne pas le couver. Et donc, il y a un petit oisillon qui en sort. Va naître. C'est un prisonnier qui m'a raconté, qui traverse les barbelés. Il est beaucoup plus libre, mais ce petit oisillon leur offre une part de sa liberté. Alors, vous avez lancé le mot, la liberté.
C'est une leçon extraordinaire que donne Vardan quand on lui dit, c'est une des premières pages du livre, cette scène avec, quand il propose à son ami, « Tu veux que je touche le ciel ?» Il est sur terre et il propose à son ami de toucher le ciel. Et il découvre, le narrateur, moi, oui. Il y a 50 ans, il y a un demi-siècle, il découvre que finalement le ciel commence sous nos semelles. Ouais. Et c'est tout à fait juste, on n'y pense jamais. Ah oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, derrière cette pensée, finalement, amusante mais banale, on peut découvrir toute une abysse de sens, même tout un potentiel théologique, parce que Dieu est là, Dieu est à côté de nous finalement. Et parfois, il est aussi humble pour se mettre sous nos pieds et pour nous soutenir, pour que nous puissions de temps en temps de s'arracher à cette terre. Il y a aussi cette image extraordinaire du professeur de maths qui dessine une sphère sur le sol et Vardan qui fiche en l'air toute sa démonstration en disant « mais nous devons faire comme les arbres et nous dresser ». Nous devons recouvrir la sphère qui est absolument inaccessible, mais si les feuilles recouvrent, c'est pas une sphère, c'est un cercle, n'est-ce pas? C'est un cercle. Oui. Et donc cette courbe, nous pouvons faire comme ces feuilles, c'est-à-dire il y a un principe naturel au-delà de toutes nos réflexions très justes, très cérébrales, mais qui sont théoriques. Et ce principe, cette nature s'éveille à nous et puis il dit, mais non, là, on a construit un monde complètement abstrait. Revenons au monde naturel. Revenons au monde naturel. Les deux jeunes... oui, il y a aussi, les deux jeunes vont s'échapper et ils vont trouver une cabane qui est une ancienne cabane de travaux sur laquelle il y a une vieille publicité d'un cosmonaute. Je vois que vous n'êtes pas soviétique du tout, cher parce que vous déformez l'iconographie soviétique. Et là, vous commettez un crime, total. Non, il s'agit de ce qu'on appelait en Russie la propagande visuelle. Voilà, propagande visuelle. Mais c'est ce qu'est la publicité. Tous les murs, enfin idéologiques, oui, tous les murs étaient recouverts de cette propagande avec des slogans, avec des mots d'ordre, etc. En avant vers la victoire du communisme, c'était très banal. À ce point que les gens ne le remarquaient même pas. Oui. C'est un peu comme les publicités chez vous. Oui. Mais toute publicité est propagande. Vous savez combien notre publicité actuelle porte de propagande. Oui, elle est beaucoup plus efficace que la propagande soviétique. Ça, c'est évident. Non, je pense que les Russes étaient plus solides en face de la propagande que nous sommes aujourd'hui. Les gens ne voient pas les messages. Ils ne voient pas les messages. Les Russes devinaient mieux, si vous voulez, le message caché, le message qui était fait pour nous emprisonner. Et donc, sur ces énormes cubes de propagande visuelle, comme on disait, il y avait bien sûr des figures, des figures typiques de cette iconographie soviétique. Il avait un ouvrier, une kolkhosienne, un savant et un cosmonaute. Et c'est dans ce cube-là, qui n'avait pas de toit, c'était juste un cube, vous voyez, avec des facettes en contreplaqué, que les deux jeunes pénétraient et puis ils passaient de longues heures. Se créer un monde, se créer un univers. Un univers. Et ce qui est détonnant, c'est que ils vont se mettre à creuser et ils vont trouver les crânes des moines du monastère qui est devenu prison. Ça, c'est un très joli pied de nez aussi au temps. Les moines réapparaissent dans votre livre. Ils réapparaissent. Et puis, quand le personnage déjà âgé revient dans la même ville, il voit que la prison est redevenue monastère. Et, comment vous dire, il ne s'en réjouit pas outre mesure. Pourquoi? Parce qu'il dit les bulbes brillent d'une façon un peu trop voyante. Oui. Est-ce que la foi est toujours là? Peut-être il y avait plus de foi dans cet ancien monastère transformé en prison que dans cette brillance. Vous êtes toujours très très sceptique. Au moment où on va se réjouir, vous nous reprenez en disant attention. Parce que dans la foi, il faut être vrai à 300%, mais même pas à 100%. Et si on se permet quelques jeux avec la foi,
Mais c'est que vous êtes un incroyant. Vous avez raison, mais je pense que le retour des Russes à l'Église ne me semble pas une simulation. On en parlera dans 100 ans. Ah, non, dans 100 ans, on verra comment ça va tourner. On prend rendez-vous tout de suite. Très bien, dans 100 ans. La beauté, la mort, la beauté, l'amour et la mort. La mort est très présente dans ce livre. On a l'impression d'animaux traqués qui sont perpétuellement sur le qui-vive. C'est la mort de la maladie, mais aussi les attaques des voyous et de bien d'autres choses que je ne révélerai pas pour ne pas déflorer le sujet. La présence de la mort donne encore plus d'intensité à la vie de vos personnages. La mort, la violence, mais si je citais maintenant ce chiffre, 75 000 femmes, ça correspond à quoi, à votre esprit? 75 000 femmes. Cette statistique ne vous dit rien? Non. 75 000 femmes violées par an en France. Oui, dans ce pays béni de Dieu, dans ce pays prospère, oui, 75 000 femmes violées. Les horreurs staliniennes, n'en parlons même pas. Elles sont évidentes. Absolument. Le goulag, tout ce que vous voulez. Non, je ne... Mais dans un pays qui vit en paix, je ne compare pas les violences. Voyez-vous, la violence est partout. Et là, on a parlé de ce... Le problème, c'est que nous sommes très hypocrites en France. Je ne pense pas. Je pense que les gens commencent à se dessiller tout plus ou moins. Ils commencent à voir les choses de plus en plus précisément. Mais vous illustrez parfaitement la citation de Shakespeare. La vie est un conte dit par des idiots qui ne signifie rien. Non, je n'ai jamais dit ça. Non, je n'ai jamais dit ça pour une raison très simple, c'est que, à mon avis, le plus grand défi de l'humanité et de l'homme, c'est quand même trouver un sens à tout cela. Si vous abandonnez, si vous dites, comme disaient vos chers existentialistes, tout est absurde, par rapport à quoi? Ils ne me sont pas chers. Par rapport à quoi c'est absurde? Vous voyez, il faut quand même avoir avant un sens pour dire tout est absurde. Non, je ne le dis pas. Tout a un sens. Tout a un sens. Encore faut-il le découvrir. Oui. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est cet agrandissement de l'être du narrateur. Il écrit « Ma jeune existence allongée démesurément avec toute la durée des vies détruites ». Comme votre âme est en quelque sorte, l'âme du narrateur est en quelque sorte un sanctuaire, cette âme est agrandie de l'existence de tous ceux qui ont péri. Oui, à condition de les connaître. À condition d'intérioriser leur personnalité. Il est très facile, et c'est une solution de confort, de parler, je ne sais pas, de 6 millions par là, de 40 millions par-ci. C'est comment vous dire? C'est une solution justement pour ne pas parler des personnes qui sont mortes, qui ont été massacrées. C'est très facile parce qu'on fait, comment vous dire, ces dévotions mémorielles et on s'arrête là. Non, il faut parler des gens concrets. Mais c'est valable aussi avec des gens pas massacrés. C'est valable avec... votre existence est augmentée de celle de vos ancêtres, de vos parents, de vos grands-parents. De notre lignée. De votre lignée. De notre lignée ici-bas, oui. C'est totalement... vous avez aussi une réflexion très, très jolie. C'est ce vieil Arménien qui dit... il y a un proverbe chez nous... honteux de ce qu'il voit dans la journée, le soleil se couche en rougissant. C'est dommage que les gens ne fassent pas pareil. Ce serait bien si les hommes en faisaient autant. Je pense que c'est tout à fait juste ce proverbe. Absolument, absolument. Mais c'est pas moraliste du tout, c'est pas moraliste, c'est plutôt métaphysique ce qu'il dit. C'est métaphysique, c'est-à-dire cette dimension nous manque, cette dimension qui, comment vous dire, qui n'est pas éthique même, mais qui découvre tout à coup que dans la mécanique de ce bas monde, il y a un rouage qui ne tourne pas rond depuis des millénaires, des siècles. Vous voyez, on répète tout le temps les mêmes erreurs, on déclenche toutes les guerres. Et là, en arrivant au terme de cette course, parce que l'humanité est quand même
dans sa phase létale, dans sa phase terminale, c'est tout à fait évident. Ne parlons pas de l'écologie, ne parlons pas de la surpopulation, des guerres nucléaires qui peuvent se déclencher sur une décision très rapide. On voit qu'on arrive au terme de quelque chose. Et donc, vous voyez, cette idée de s'arrêter, de se dire « que fais-je ici-bas » quelle est ma responsabilité dans ce que je fais, c'est quand même très important. Cela dit, ce livre est très très riche de votre vie personnelle. Vous n'en parlez jamais, vous prenez des petits épisodes, mais on sent une expérience de la vie qui n'est pas celle du fonctionnaire qui prend le métro chaque matin. Vous avez une vie extrêmement consciente de tous les drames de notre siècle, de notre temps. Permettez-moi de vous contredire un peu en pensant à ce fonctionnaire. Je suis invité à une interview très tôt le matin à France Inter. Donc, comme c'est en direct, j'arrive très tôt, la nuit totale, il fait très froid, et je me dis, je vais faire un tour autour de cette bâtisse énorme, de cette tour. Je tombe sur 3 clochards. L'un est couché sous une couverture à 10 mètres de la tour. Bien sûr. L'autre, je n'ai même pas compris s'il s'agissait d'une femme ou d'un homme. Il avait une espèce de soukouni comme ça, une chapka, il poussait son caddie. Et le troisième ne bougeait même pas, il était assis. Il n'y avait pas de carton, il n'y avait rien sur lui, il n'y avait aucun baluchon à côté de lui. Il avait une tête, il avait un réverbère, donc vous voyez sa tête. Il avait plein de carcinomes sur son crâne chauve. Et ça m'a saisi, j'avais un peu d'argent, donc je lui donne cet argent, et puis je me dis, mais cette tête, je ne peux pas voir. Cette tête, il faisait vraiment une brise froide qui venait comme ça de la Seine dans la nuit totale. Et j'avais dans mon sac un petit bonnet de ski. Je lui donne ce bonnet, je me dis, il va le jeter en me disant, mais non, donnez-moi plutôt. Et il me répond dans un français très clair, très châtié, en disant, je vous remercie, monsieur, oui, il fait un peu frisqué aujourd'hui. J'ai été étonné parce que d'habitude, vous savez, c'est une voix cassée par l'alcool, c'est une voix assez grossière. Pas du tout. Je me dis, mais voilà, n'importe quel fonctionnaire, en ouvrant un peu les yeux, peut devenir ça. Absolument. Et il peut voir cela. Absolument. Il refuse de le voir. Absolument. Oui. Mais vous avez connu, Andrei Makin, des expériences que n'ont pas tout de même le commun des mortels. Les orphelinats de Sibérie, la guerre, la grande pauvreté. Je crois quand vous êtes arrivé en France, ça n'a pas été facile. Et cela donne évidemment une résonance à votre livre. On a l'impression que rien n'est inventé, on a l'impression que tout est concret, réel, que le réel vous saute à la gorge. Encore une petite contradiction, si vous permettez. C'est une discussion, n'est-ce pas? Vous pouvez. C'est vrai, ce que j'ai vécu a été douloureux, n'est-ce pas? Pénible, j'en conviens. Mais imaginez un couple, une mère avec un enfant, une mère, un père avec un enfant qui marchent sur la promenade des Anglais. Et tout à coup, devant eux, il y a des corps écrasés. Okay. Qu'est-ce que cet enfant pourrait... Mais attendez, je n'ai jamais vécu cette scène-là. Moi, je ne suis rien à côté de ça, à côté de cette expérience. Quand j'étais soldat, mais un soldat est fait pour tirer, pour tuer, ou pour être tué. Mais là, ce couple-là, avec un enfant, il n'était pas fait pour être écrasé. Et un prof à qui on coupe la tête, il n'était pas fait pour être décapité. Absolument. Et les enfants qui ont vu ça n'étaient pas là pour voir comment la tête de leur prof roule sur l'asphalte. Vous avez raison. Donc ce que vous vivez encore avec cette énorme persuasion personnelle que tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien. Non, on ne va pas le voir, on ne va pas en parler. On va emberlificoter tout cela dans des bonnes paroles, expliquer, puis ça, parler je ne sais quelle souffrance, et parler seulement de la météo. On parle de la météo. Voilà, il va faire beau ce matin. Des banlieues, etc. Mais quand vous vivez des scènes comme ça en France, le contraste est beaucoup plus grand. Là, j'étais dans le pays de Staline, en quelque sorte. Quand je suis né 3 ans après la mort de Staline. Donc c'était encore un pays tout à fait stalinien. Rien n'était étonnant dans ce pays. La souffrance, la violence, la douleur, tandis que chez vous, oui, c'est ça qui dans le pays des Lumières. C'est ça qui fait votre violence à l'égard de cette
période contemporaine, c'est la non-conscience finalement de la Le violence. refus de comprendre, le refus de comprendre ce qui se passe, oui, tout simplement le refus de comprendre. Oui, mais enfin ça s'appelle des pays surnourris, des pays, ça s'appelle des pays matérialistes qui ne voient pas que dans la maison d'à côté, on n'a pas de quoi prendre un repas et qui ne voient pas les gens dans la rue et qui s'occupent des pauvres au bout du monde, mais pas de ceux qui sont là. En montant dans le studio de France Inter, de quoi dois-je parler? Mais de la Russie de Poutine, de la terrible dictature, de la monstrueuse dictature russe, et non pas de ce pauvre homme qui n'était pas jeune, c'était plutôt un quinquagénaire, avec ses énormes carcinomes sur la tête et qui n'avait plus rien dans la vie. Voyez-vous, moi, je ne sais pas... Vous leur avez dit? Non, malheureusement pas. Vous savez, je me dis toujours que les journalistes, ils doivent gagner aussi leur pain, il ne faut pas leur bousiller leur mission. Mais j'avais quand même cette tentation, mais surtout j'ai été très ébranlé par cette conversation avec cet homme, voir un Français qui me répond dans un très bon français, qui est bien meilleur que le mien, phonétiquement. Phonétiquement, son français était bien meilleur, c'est moi l'étranger. Voilà. Non, il y a beaucoup de malheurs dans la rue et il y en aura encore plus l'année prochaine avec toutes les actions de notre Poutine à nous, petit Poutine. Non, je ne mélangerai pas un homme d'État avec quelques gouvernements que vous avez. Non, mais je parlais du langage médiatique dominant. Sans être fan de Poutine, mais vous savez, il faut être très pragmatique quand on juge un personnage. Vous savez, chez vous, on dit souvent, est-ce que vous aimez Poutine? Attendez, non, je suis un hétérosexuel banal, je n'ai pas à l'aimer, je n'ai pas à lui sauter au cou et l'embrasser goulûment. C'est pas du tout mon cas. Oui, mais il faut juger l'homme à son œuvre, c'est tout. Bien sûr. Mais rassurez-vous, je n'ai pas ce genre d'envie de comparaison. Je ne veux que répercuter ce langage médiatique qui est en effet complètement stupide. Terminons sur ce rapprochement que j'ai fait avec le Testament français. J'ai relu les 2 premières pages et cette extraordinaire évocation de cette très vieille dame qui était née en France et qui avait rapporté un petit sac avec des trésors dedans. Vous avez encore beaucoup de trésors comme ça dans votre petit sac, Maki? André? Oui, écoutez, il s'agissait des trésors très personnels. C'était de toutes petites choses. Il avait par exemple... On a l'impression que votre... C'était ma grand-mère, Charlotte Lemonnier. Elle s'appelait Charlotte Lemonnier. Et dans ce sac, dans ce fameux sac du Pont Neuf, comme elle l'appelait, parce qu'elle l'a trouvé au Pont Neuf. Je ne peux pas prendre le Pont Neuf sans penser à vous. Oui. Et donc, il y avait par exemple un tout petit éclat qu'elle appelait Verdun. Et c'était un petit éclat d'obus trouvé, que son premier mari lui a donné. C'était un grand blessé, il était gazé il était gazé à la Première Guerre mondiale, et donc lui a apporté les morts assez vite, juste en 18, je pense. Oui, en revenant. Mais il lui a donné quand même comme talisman ce petit bout d'obus, une espèce d'éclat d'obus qui était pour elle le symbole du sacrifice humain de Verdun. Oui. Et tout un monde s'ouvre et tout un monde se développe sous nos yeux. C'est quand même du grand art. Donc vous avez encore beaucoup de souvenirs comme ça à nous égrener au fil des livres. Sans doute, oui, sans doute. Mais vous savez, quand vous parlez des souvenirs, c'est bien plus qu'un souvenir, parce que ça, c'est une amorce. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans le souvenir? Qu'est-ce qui se cache derrière notre regard, derrière, je ne sais pas, cette bague-là, oui, derrière l'intonation d'une voix? Parfois, l'intonation d'une voix peut recréer tout à coup un personnage que vous avez complètement oublié. Et l'art d'un écrivain, c'est de ne rien laisser à l'oubli. Oui, d'être un contemplatif. Et comme disait Saint Augustin, la contemplation établit la parenté entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire, en contemplant, on devient un peu divin. Bien sûr, un tout petit peu, modestement, puisque nous ne pouvons pas atteindre la gloire de Dieu. Mais la contemplation nous aide à devenir un peu divin. Donc c'est une très très jolie conclusion, Andrei Makin,
Merci beaucoup. Juste Merci deux à vous. petits mots. Vous avez accepté de signer une pétition pour la suppression des éoliennes qui défigurent tant de nos paysages, tant de nos rivages, puisqu'en Normandie, il va y avoir beaucoup d'éoliennes. Et là, il y avait un projet qui était juste à l'échelle de projet sur la montagne Sainte-Victoire, là où Marie-Madeleine s'est retraitée. Et il y avait une interdiction et l'entreprise a enfreint l'interdiction et a planté ces éoliennes à 10 km, mais de la montagne Sainte-Victoire, bien sûr, on les voit et le paysage est abîmé. Et pourquoi vous avez accepté de signer cette pétition ? La pétition sert à éveiller les consciences. Avec la pétition, vous ne publiez pas un dossier de 150 pages qui explique pourquoi c'est ingérable, inutile financièrement et ravageur pour la nature. Ouais. Ce que je crois personnellement. Ces mâts des éoliennes, ils vont faire 200 mètres, je pense déjà. 200 mètres. Et il y a à l'intérieur, mais je ne sais pas, peut-être un espace plus grand que ce studio. Il est bourré d'électronique. Et tout ce qui concerne l'électricité, c'est d'énormes câbles qu'il faut y amener. Combien de tonnes d'acier? Mais les tonnes d'acier, il faut les produire. Vous les produisez avec quoi? Avec du charbon. Avec du charbon, avec du pétrole. Il y a 50 aller et retour d'énormes camions, enfin des convois exceptionnels, comme on dit. Et puis, combien de temps ça va durer? 15 ans? 20 ans? Donc, quand... En Allemagne, ils sont déjà détruits. Mais voilà. Abandonnés. Voilà. Et je pense que c'est complètement farfelu, c'est surréaliste. Il suffit, voyez-vous, même dans ce petit studio, c'est pas un reproche, mais il suffit d'éteindre un de ces petits projecteurs. D'abord, on serait dans une ambiance beaucoup plus sympathique, vous voyez, au lieu d'être aveuglé. Mais si tout le monde faisait ça, l'économie serait énorme. On n'aurait pas besoin de ces éoliennes. Oui, absolument. Merci André Makin, merci pour la poésie de ce livre, merci pour son humanité et merci pour sa sagesse. J'avoue qu'on est un peu transformé à la lecture de vos pages et alors à très vite pour le prochain souvenir. Merci à vous. Amis de TV Liberté, à très vite.